Le voici, on se retrouve enfin avec le procès tant attendu, les 179 pages analysées, dont je vais tenter de vous faire le meilleur résumé possible, sans être trop boring, mais en entrant quand même dans les détails un peu croustillants. Je pense tout d'abord que l'introduction du procès écrite par l'avocat de Baldoni est importante, car comme certains l'ont dit, bien sûr que ça arrive sur pas mal de plateaux de tournage, on parle d'humains avec des égos plus ou moins gros, et Justin affirme, on le croit ou non, qu'il n'aurait jamais parlé de tout ceci si Blake n'avait pas lancé le boomerang, allégorie bien choisie, en premier. Je vais donc vous lire l'introduction telle qu'elle apparaît dans le procès. L'histoire qui suit n'est pas celle que les plaignants, Justin Baldoni, Jamie Heath et compagnie, souhaitaient raconter. Malheureusement, il le faut. Blake Lively ne leur a pas laissé d'autre choix, non seulement de rétablir la vérité en réponse aux accusations de Blake Lively, mais aussi de braquer les projecteurs sur certaines parties d'Hollywood. Cette tâche allait toujours être une bataille difficile, ils n'avaient jamais imaginé qu'ils y seraient confrontés à ce point. Et maintenant, je vais vous parler de la construction de la vidéo, parce que vous le savez, après avoir lu les 179 pages hier, je ne savais plus dans quel ordre construire tout ceci, donc je pense que ce qui ressort le plus, c'est une histoire de manipulation en plusieurs saisons et épisodes. Pour en venir aux actes finaux, l'extorsion du film et la plainte pour harcèlement, c'est donc ainsi que je vais vous relater les faits, par saison et par épisode. Saison 1, avant le film. Épisode 1, Justin et Colleen Hoover, une amitié naissante. Justin Baldoni et Jamie Heath décident d'acheter les droits du livre à Colleen Hoover car le sujet est très cher à leur cœur et à ceux de leur famille. Juste pour information, la femme de Justin Baldoni a cofondé une entreprise qui a conçu des vêtements d'allaitement, un prototype qui a été créé par sa propre mère, la mère de Justin, lorsque lui était nourrisson. Et Baldoni en a même offert un à Blake en guise de cadeau de bienvenue. La femme de Jamie Heath, elle, est une ardente défenseuse des mamans en postpartum. Plusieurs échanges de mails s'ensuivent entre Colleen Hoover et Justin Baldoni dans lesquels il y a beaucoup de respect entre les deux. Colleen ajoute simplement qu'elle espère vraiment que ce film verra le jour car elle a déjà vendu les droits de 2 de ses précédents romans, dont les films n'ont jamais vu lieu suite à des problèmes de financement ou suite à des problèmes sur le tournage. Et elle dit que si cette fois elle était amenée à vendre les droits à Justin Baldoni et ses studios Wayfarer, elle serait beaucoup plus impliquée. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle a eu un rôle de coproductrice. Wayfarer ensuite s'est associé à Sony, un partenaire financier solide pour dissiper toutes les craintes, et Justin et Colleen échangent énormément autour de la cause des violences domestiques et de l'impact de ce film au final, car c'est tout ce qui leur importe. Et je tiens à dire qu'en 2019, avant même que Blake Lively ne soit casté, Colleen a proposé à Justin d'être Ryle. C'est pas Blake qui a été casté et ensuite on s'est dit ah tiens, niveau alchimie ça passerait bien avec Justin Baldoni. Non. D'abord Justin Baldoni et ensuite Blake Lively. Épisode 2, le casting de Blake. En confiant le rôle principal à Blake Lively, une actrice mondialement connue pour son talent et son charisme, ils lui ont confié cette vision afin qu'elle donne vie à Lily Bloom. Mais attention, bien que Wayfarer ait appris que Blake Lively avait une réputation d'être difficile à travailler, Baldoni n'a pas été dissuadé et il l'a quand même trouvé sincère et authentique lors de leur rencontre et a décidé de la caster pour le lead, le rôle principal. Quelle erreur! Épisode 3, une collaboration étroite entre Blake et Justin. Dès le début, ça part de quelques échanges anodins, drôles, mais toujours professionnels. Le début de la collaboration semble démarrer du bon pied pour le duo qui va passer plusieurs mois ensemble, donc ça s'annonce bien, on est d'accord. Sauf que si on y regarde bien, dès le début, et c'est pas dit dans le procès, je parle de mon ressenti, mais dans les messages de Blake que je vais vous mettre à l'écran, on ressent qu'elle va être très investie. Et on n'a pas idée de l'ampleur de l'investissement. Un exemple de message de Blake envoyé à Justin Baldoni. C'est un si bon feeling de sentir qu'on va accomplir un super travail dont on pourra être fier et le faire ensemble. Ce travail hyper gratifiant que ce soit en filmant, en montant le film, ou au niveau marketing, ou même en le lançant avec le storytelling dans la promo. Sentez le truc venir? Ouais, dès le début. Merci pour ta collaboration. Je suis très fière de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Épisode 4, on est toujours dans avant le film, Blake prend le contrôle de la garde-robe de Lily. Comme je vous le disais, on va se concentrer sur sa garde-robe à elle et sur le budget. Pas le sien de budget, le budget de Wayfarer Studio. Pour commencer, elle a annulé tout le travail de la précédente styliste et elle lui a donné de nouvelles guidelines. En tant qu'actrice. Elle a décidé donc de refaire l'intégralité de cette fichue garde-robe et de jeter tout ce qui avait été acheté précédemment, donc c'est de l'argent fichu en l'air, vous en rendez bien compte. Évidemment, cela a un impact sur le budget du film, mais aussi sur le timing, et le temps, c'est de l'argent, vous le savez, dans tous les métiers. Ensuite, bien qu'elle ne l'ait pas demandé lors de la négociation de son contrat, elle a exigé que tous les essayages se fassent chez elle, à 15 minutes de son penthouse, et à chaque fois en heure de pointe à New York. Donc imaginez un énorme truck, un énorme camion, en heure de pointe, essayant de se frayer un chemin, encore une fois, time and money, alors qu'elle aurait pu faire l'effort de se déplacer, ou alors de le demander dès le début des négociations, ainsi Justin aurait inclus ses frais dans le budget. C'est toute une histoire de communication finalement. En parlant de budget, petite parenthèse, mais sachez également que sans même avoir signé son contrat, Blake faisait pression sur Justin et Wayfarer Studio pour que l'argent
pour son travail d'actrice, soit déposée sur un compte auquel elle n'allait pas toucher avant la fin du film, mais le plus rapidement possible. Évidemment, quand Sony a su que l'argent avait été transféré mais qu'elle n'avait jamais signé le contrat, c'est retombé sur qui? Sur Baldoni. Et croyez-moi, c'est pas la première fois que les erreurs de Blake vont retomber sur Baldoni. Nouvelle anecdote au niveau de la garde-robe. Blake craque sur une paire de chaussures à 5000 $ car elles sont, je cite, sexy. Justin lui rappelle que, dans le livre, Lily est fleuriste et qu'un salaire de fleuriste, ça permet pas d'acheter des chaussures à 5000. Pour garder la cohérence au niveau des yeux des spectateurs, Justin retravaille le script pour que les chaussures de 5000 $ aux yeux des connaisseurs dans le public puissent s'intégrer dans la vie de Lily Bloom. Évidemment, modification de script égale validation de Colin Hoover plus validation de Sony. Encore une fois, du temps perdu, de l'argent perdu. Juste pour info, je vais le dire une bonne fois pour toutes ici, mais Blake n'a jamais lu le livre It Ends With Us. Non, jamais. Elle estime qu'avec 4 enfants, elle n'a pas le temps. Elle va jusqu'à googler la couleur des cheveux de Lily Bloom plutôt que de lire quelques pages. Alors forcément, 5000 € dans la vie d'une simple fleuriste, ça lui effleure pas, et le jeu de mots est voulu, l'esprit que c'est complètement lunaire. Et ça commence là, attention, pour éviter tout conflit, et c'est important de le mentionner, parce qu'encore une fois, tout commence ici. Comme avec les enfants, Justin lui accorde son premier caprice sur la garde-robe. Sauf que ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres, le début de tous les caprices et des menaces. Croyez-moi, je pense qu'il va s'en mordre les doigts et bouffer les fleurs par la racine. Alors, le film a quand même commencé, mais épisode 5, la fameuse garde-robe est déjà critiquée. Je suis obligée de l'inclure ici parce que ça fait plus sens. Le premier jour des prises de vue principales, des paparazzis ont capturé et publié des photos de Blake Lively dans son rôle, vêtue de la garde-robe qu'elle a choisie elle-même. Les paparazzis et les journaux se donnent à cœur joie. Ces images ont été jugées peu flatteuses et ont suscité une réaction négative de la part de Sony également. Et quand Sony est en colère, qui prend l'engueulade? C'est Justin Baldoni. Bah oui, c'est le producteur. Il a donc reçu des critiques directes de la part de Sony qui a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l'impact des photos sur la réception du film par le public. À juste titre d'ailleurs. Et croyez-moi, c'est pas le début des soucis pour Sony. Pour Justin Baldoni non plus, mais pour Sony c'est que le début. Suite à ces événements, Baldoni a approché Blake Lively dans son trailer, sa caravane, pour discuter de leur relation et surtout affirmer son rôle de réalisateur et le fait d'avoir besoin de s'approprier ce rôle et donc son besoin d'approuver la garde-robe de la jeune femme. Puisque clairement il lui donne une chance de faire ses preuves, ça foire, voilà, il reprend son rôle. La conversation, bien que professionnelle, a pris beaucoup plus de temps que prévu et a été par la suite grossièrement déformée par la plainte de Blake Lively dans le New York Times, qui a faussement qualifié l'échange comme un long accès de colère qui a retardé le tournage et contraint l'équipe à attendre des heures pendant que Baldoni pleurait dans la loge de Blake Lively. Alors attendez tout de suite, on va remettre les choses dans leur contexte et on va rétablir la vérité maintenant, parce que là, il y a des choses, je ne supporte pas le mensonge. Dans le procès, on peut lire que, d'après les informations disponibles, Lively a fait circuler ce faux compte-rendu, c'était déjà le début, auprès de l'équipe de tournage et a transmis le faux récit au New York Times dans l'intention que le résultat soit largement publié et donc forcément commencer à salir l'image de Justin Baldoni. On retourne dans la caravane et là, Lively explique à Baldoni que non, franchement, Sony, ils sont en train d'essayer de mettre la pression à Baldoni, mais que, en fait, il n'en est rien, c'est juste un essai de tentative d'intimidation. Mais maintenant, on sait qu'elle était en train d'essayer de le convaincre de la laisser continuer à prendre les commandes. Alors, Baldoni s'est montré clairement brièvement vulnérable au cours de la conversation. Peut-être que c'est ça qu'elle appelle pleurer pendant des heures, mais uniquement en réponse à ce qu'il croyait être un compliment sincère de Blake Lively louant son travail de réalisateur et d'acteur sur ce film. Le procès cite: après le recul, il s'agissait d'une partie intégrante du schéma permanent de manipulation de Blake Lively, destiné à continuer à lui laisser l'autonomie sur sa garde-robe. Et c'est que le début. Épisode 6. Blake prend le contrôle du scénario après avoir pris le contrôle de la garde-robe. Un autre exemple très concret. Blake s'est lamenté, oui, que d'autres producteurs ne lui avaient jamais laissé écrire de scènes auparavant. Attendri, Justin lui propose de s'essayer à la réécriture d'une des scènes, celle du rooftop. Et alors là, croyez-moi que l'épisode 6 va être long, parce qu'on va soulever des énormes couleuvres. Je vais intituler ce paragraphe « Réécriture difficile et fausse modestie ». Blake affirme à Justin qu'après des nuits de travail, t'as pas le temps de lire le livre, mais t'as quand même le temps de réécrire. Moi, je comprends, t'es maman de 4 enfants, faut choisir ses combats. Donc, après des nuits de réécriture et l'approbation de 2 personnes très chères à son cœur qui lui ont fait des feedbacks honnêtes et difficiles à entendre, elle est prête à lui montrer sa version et l'invite dans son penthouse de New York pour lui présenter. Elle aurait pu lui envoyer le script, mais non, elle le fait venir. Pas pour rien, croyez-moi. Et c'est là que Taylor Swift, oui, et Ryan Reynolds entrent en jeu dans le procès. Soirée de la projection de la réécriture de Blake Lively. Justin et Jamie se rendent au penthouse du couple et sont accueillis par Ryan Reynolds et Taylor Swift. Une fois que Blake a fini de lire ça, et je mets des guillemets, réécriture, tonnerre d'applaudissements dans la salle par Taylor et Ryan, et les éloges à n'en plus finir. Et je n'exagère pas, c'est vraiment écrit dans le procès. Et là, tout de suite, Baldoni a compris le sous-entendu. Il devait se conformer aux directives de Blake Lively pour cette scène. Il se sentait piégé et menacé. Ce petit paragraphe va s'appeler Game of Thrones. Ouais,
Un peu plus tard, Baldoni rentre chez lui et se sent obligé d'envoyer un SMS à Blake Lively pour lui dire que il avait aimé ses pages de réécriture et qu'il n'aurait pas eu besoin ni de Ryan Reynolds ni de son ami méga célèbre, Taylor Swift, qui lui mettent la pression. Et Lively a répondu que les deux étaient ses dragons. Elle lui a écrit, preuve à l'appui, si jamais tu regardes Game of Thrones, tu comprendras que je suis Khaleesi, et comme elle, j'ai quelques dragons, pour le meilleur et pour le pire. Mais souvent pour le meilleur, parce que mes dragons se battent pour ceux qui me sont chers, et pour ceux pour qui je me bats. Alors vraiment, on peut tous tirer parti de mes magnifiques monstres. Toi aussi, je t'assure. Je suis désolée, je suis obligée de le lire comme ça, parce que pour moi c'est tellement énorme. Et là, on va intituler ce paragraphe, l'interview sur un red carpet qui change complètement la donne. Un an plus tard, sur un tapis rouge, Madame parle de la scène du rooftop, justement, et explique le plus simplement du monde que c'est son mari qui a complètement réécrit la scène, que personne ne le sait, chut. Mais que c'est lui? Oui, enfin, t'es sur un red carpet, il y a des caméras partout, tu crois quoi? T'es bête ou quoi? Mais quelle menteuse et quelle baratineuse, rappelez-vous, quand elle avait dit, oh, j'ai passé des heures et des nuits à réécrire, nanana, nanana. Mais non, en fait, c'est Ryan Reynolds qui a tout réécrit. Et là, Sony se fait de nouveaux cheveux blancs. Forcément que Sony s'inquiète, et encore une fois, à qui est-ce qu'il s'en prend? À Justin. Bah oui, parce que qui dit tierce personne qui exécute un travail dit contrat et dit compensation financière. Donc forcément, Sony essaie de se couvrir. Sauf que Justin explique que lui-même l'a découvert exactement au même moment que tout le monde sur le tapis rouge, en fait, et donc au même moment que Sony. Donc évidemment qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, il n'y a pas de compensation financière, il n'y a rien, puisque elle a dit que c'était elle, et qu'en plus elle réclame des crédits de coproductrice. De épisode 7, le poids de Blake. Si vous tombez sur ma vidéo et que c'est la première que vous voyez, bon, bah, je me dois de réaborder ce sujet. Don, l'entraîneur de Justin Baldoni, qui lui a été présenté par Blake elle-même, crée un programme spécial pour Justin qui souffre de graves problèmes de dos depuis des années. Juste pour info, c'est sérieux, Justin Baldoni va quand même rater des événements importants quant à la sortie du film, car il aura une infection de la colonne vertébrale. Son dossier médical est accessible si jamais vous n'y croyez pas. D'une simple requête pour s'assurer que le porté s'exécute correctement entre Justin et Blake et que ni Justin ne se blesse et donc par conséquent ne blesse sa partenaire, s'en est suivi un épisode auquel Justin ne s'attendait absolument pas. Il faut savoir que Justin Baldoni a passé de nombreuses heures dans le penthouse des Reynolds pour bosser sur le film et après coup il trouve que c'était pas normal. Mais il l'a fait quand même parce qu'à la base il voulait tout arranger autour de la diva, personnage principal du film. Il a donc vu Blake donner le sein à son bébé devant lui, voilà, c'est la nature. Il a porté et calmé un des autres enfants de Blake pendant qu'elle le prenait en photo. Vraiment, la relation semblait plus proche d'une relation amicale que professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? D'un seul coup, Justin se fait convoquer et c'est la première fois qu'il se fait hurler dessus par Ryan Reynolds au sujet du fat shaming de sa femme. Et là, ça marque le début des calculs et de la manipulation. Ils vont planter des graines comme celle-ci pendant des mois. Dans sa propre plainte, Lively ment carrément et dit que cette scène n'a jamais existé. De toute façon, il n'y a pas de scène de portée. Je cite, la scène n'était pas dans le film. Ouais, la scène n'était pas dans le film. Et la seule raison pour laquelle la scène n'était pas dans le film, c'est que les Reynolds s'y sont opposés et ont fait en sorte qu'elle soit retirée du film, bien qu'elle ait été répétée avec une doublure à l'époque. Pour satisfaire Blake Lively, Baldoni a réécrit la scène et malgré le fait que pour des raisons créatives, cette scène était importante pour le film et pour lui en tant qu'acteur et réalisateur, il a fait sauter la scène. Et vous savez quoi, on va même aller plus loin. Voici les messages tout à fait raisonnables de Justin autour des lamentations, oui, parce que pour moi maintenant elle se lamente comme un bébé, autour de son poids, de son propre poids à elle. En fait, Lively avait déjà exprimé son insécurité quant à sa silhouette postpartum, ce qu'on peut tous comprendre, et d'ailleurs Justin Baldoni a tenté de la rassurer sincèrement. Lors de cet échange, il a déclaré, en tant que réalisateur, tout ce avec quoi tu n'es pas à l'aise, nous en parlerons et nous ferons preuve de créativité ensemble et je t'assure, on te mettra à l'aise. Je ne veux pas que tu stresses à propos de ton corps, c'est la dernière chose dont tu as besoin. Pour moi, ça c'est un homme qui comprend l'esprit des femmes, qui comprend un corps postpartum probablement, comme je vous le disais, parce qu'il a vécu avec sa femme. C'est ni du harcèlement sexuel, ni du fat shaming, bien au contraire. Le mec, il essaie de tout faire autour d'elle et de ses insécurités, malgré les futures manipulations et les futurs mensonges et les futures salissures et les futures crasses qu'elle va lui faire. Je vous rassure, on est toujours avant le début du tournage officiel. Épisode 8, l'ultimatum. Blake demande à Justin s'il est possible de filmer les scènes où elle est un peu dévêtue en fin de tournage. Ça arrive souvent, vous savez, les scènes sont filmées dans un certain ordre et c'est souvent dans le désordre et après, au niveau du montage, c'est ni vu ni connu. Alors, là, il lui explique que clairement, il peut pas lui répondre immédiatement car il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, comme la disponibilité des acteurs qui jouent les scènes avec elle au moment où, justement, elle est dévêtue ou dénudée, la disponibilité des lieux, la disponibilité de la fameuse coordinatrice d'intimité, ne l'oublions pas celle-ci, et son propre agenda à elle qui est très chargé. Elle lui répond tout simplement, alors là, asseyez-vous, si tu ne veux pas me faire tourner mes scènes peu vêtues en fin de tournage, alors je te donne 2 semaines pour trouver une autre Lily. Bien sûr, après tout l'argent qui a été engagé. Et là, on arrive à la saison 2. Saison 2, début du tournage, on y va.
J'ai intitulé l'épisode 1 Sexy, parce que le mot est très important, je crois, pour toute l'histoire. Sexy est un terme qui sera utilisé ensuite contre Baldoni, alors que c'est Blake qui l'utilise pour décrire sa garde-robe, qu'elle veut sexy, ou alors ses chaussures à $5000 qui sont sexy. Alors, vous savez peut-être que sexy et hot sont des mots qui font référence à la sexitude ou la sexy attitude d'une personne en anglais. You're hot, ça veut dire t'es sexy, mais ça peut aussi vouloir dire t'as chaud. Mais du coup, moi, je ris, parce que Blake Lively, elle est tellement nombriliste et narcissique qu'elle ne pense qu'à elle. Je m'explique. Lors d'une scène où, vous savez, il porte la grenouillère, le onesie, Baldoni lui dit qu'elle devrait ouvrir un peu sa grenouillère car it will be hot. Vous pouvez donc l'interpréter de deux façons. Soit ça sera sexy, soit en fait on va tourner dans un bar où il va faire 32 degrés sans clim, il va faire super chaud. Évidemment, on parle de Blake. Elle prend tout pour elle. Elle qui voulait tout le temps que Lily soit sexy. Mais comme c'est l'esprit de contradiction né de cette petite peste, elle lui répond « J'ai pas envie d'être sexy ». Justin a compris le malentendu, il a laissé tomber pour pas créer plus de tension sur le plateau. Épisode 2, très important, la grève, parce qu'elle va vraiment marquer un tournant dans toute l'histoire. Le 2 mai 2023, la Writers Guild of America, WGA, s'est mise en grève. La production du film s'est donc temporairement arrêtée le 14 juin 2023 pour cette raison. Le lendemain, la production a été informée que la WGA avait accepté de ne pas faire de piquet de grève, ce qui a permis à la production de se poursuivre. Mais Blake Lively était déjà parti et a refusé de retourner à la production immédiatement. C'est pas grave, les studios Wayfarer ont retravaillé le calendrier de tournage à grand frais pour filmer les scènes avec des versions des plus jeunes des personnes à la place des séquences nécessitant Blake Lively. Genre ils ont payé les surplus pour des billets d'avion pour les acteurs qui n'étaient pas prévus à ce moment-là. Bon bref, un schmilblick pas possible, mais vous imaginez bien que ça a coûté énormément d'argent. Le 27 juin 2023, la production s'est entièrement arrêtée pour cause de grève. Là vraiment pas de bol. Pour gagner du temps pendant la grève, Baldoni a commencé à monter les séquences qui avaient été capturées à ce moment-là, entamant ainsi le processus du réalisateur qui consiste à transformer les rushs en films. Alors je vous l'accorde, normalement il n'est pas censé travailler quand on est en grève, mais bon. Et c'est là que Lively a exprimé son enthousiasme à l'idée de tourner à l'automne à New York. Vraiment, elle avait hâte de reprendre le film et elle ne mentionne absolument rien sur l'inconfort ou le harcèlement qui n'ont jamais été évoqués, ou en tout cas beaucoup plus tard, après des mois d'éloignement le jour de la fin des grèves. Épisode 3, les dailies. Donc les dailies, c'est tout ce qui a été filmé au format brut chaque jour. Avant et pendant les grèves, l'implication et l'enthousiasme de Blake Lively dans la production ont pris un ton beaucoup plus insistant et manipulateur puisqu'elle a demandé à avoir accès aux rushs et aux premières coupes de scène. Des demandes à la fois inappropriées et peu orthodoxes. Devenant de plus en plus insistante avec des excuses comme « Ah, mon agent arrive, j'ai trop hâte de lui montrer le fruit de notre travail dont je suis trop fière ». Ça, c'est ce qu'elle envoie à Baldoni. Voilà ce que Justin Baldoni a fait. Il a d'abord consulté ses éditeurs qui ont juste simplement refusé de lui envoyer les rushs. Normal, ça n'appartient pas à une actrice. Ils ont trouvé un compromis ensemble pour la faire patienter et ils se sont mis d'accord pour lui envoyer une playlist de quelques rushs, encore une fois, pour la faire patienter, mais basta. Je pense que vous aurez compris comme moi qu'elle essayait de mettre la main sur tout ce qui lui permettait de commencer elle-même le montage de son côté avec l'équipe d'éditeurs qu'elle avait engagée. Et comme Justin lui a pas envoyé tous les rushs, elle a boudé pendant 2 semaines, refusant d'adresser la parole à Justin Baldoni. Épisode 4, fin de la grève, yeah, retour au boulot. Ou pas. Le 27 septembre 2023, la grève de la WGA prend fin et celle de la SAG-AFTRA prend fin le 9 novembre 2023. Des mois auparavant, Justin Baldoni avait fait savoir aux représentants de Blake Lively qu'ils allaient poursuivre la pré-production avant de repartir du bon pied lorsque les grèves prendraient fin. Mais en coulisses, Blake Lively et ses avocats étaient occupés à élaborer d'autres plans pendant la grève. Le jour même de la fin de la grève de la SAG-AFTRA, donc en novembre, Justin Baldoni, les studios, Jamie Heath, les producteurs, tout le monde était impatient de reprendre la production. Vraiment hâte de travailler et de créer de la magie pour les spectateurs. Au lieu de ça, ils ont reçu un email de l'avocat de Blake Lively qui a envoyé à Wayfarer Studios une liste troublante et inattendue de 17 conditions non négociables à remplir avant que Blake Lively n'accepte de reprendre la production. Alors les 17 points, ils sont clairement visibles dans le tout premier article, la toute première plainte du New York Times rédigée avec l'aide de Blake Lively. Donc si jamais vous voulez mettre la main dessus, je vous laisse mettre la main dessus, mais on va quand même aborder quelques points ici. Donc cette liste est stupéfiante et a été rédigée dans le but apparent d'insinuer ou d'affirmer que Justin Baldoni, Jamie Heath et d'autres avaient eu un comportement sexuellement inapproprié pendant le tournage. Il était clair que Wayfarer Studios devait signer le document tel quel, malgré la fausseté des insinuations, parce que l'alternative était de perdre des millions de dollars et de priver des centaines de personnes de leur emploi après des mois de chômage et également de détruire leur relation avec Sony et aussi de détruire la relation avec Colleen Hoover. Néanmoins, les exigences elles-mêmes étaient acceptables. Pourquoi? Parce que certaines étaient déjà en place. Quel débile. Par exemple, la coordinatrice d'intimité qu'elle a exigée, en fait, elle était déjà là depuis le début, depuis avant le tournage. C'est même Blake Lively qui avait refusé de la rencontrer. Et Justin avait justement choisi une femme pour ce rôle parce qu'il voulait qu'elle apporte un point de vue féminin aux scènes et parce que aussi, parfois, les femmes se sentent plus à l'aise avec les femmes, qu'il voulait mettre Blake Lively à l'aise. Une autre des exigences, c'était de ne plus montrer de porno. Well. On apprend que c'est Blake qui a demandé, après avoir mangé un midi, un soir, je sais pas, donc c'est elle qui a demandé de voir l'accouchement de la femme de Jamie Heath.
qui n'est pas une vidéo porno, hein. Ensuite, il y avait pas de baiser non écrit dans le scénario. Ah bah tiens, c'est marrant, parce qu'on apprend que c'est elle qui a improvisé des baisers et qui les a fait répéter encore et encore et encore à Justin. Et juste pour info, hein, car tout était filmé ou enregistré, parce qu'il y avait tout le temps des micros et des caméras, avant la greffe, seules 2 scènes de baisers écrites dans le script qu'elle a accepté avaient été filmées. Est-ce que je parle du fait qu'elle a traité Justin et sa femme de sociopathes car quand ils dansent ensemble, ils aiment se regarder dans les yeux sans parler, alors qu'elle et Ryan Reynolds adorent parler pendant des heures? Des sociopathes, enfin tu traites pas les gens de sociopathes en fait. Justin, pour la faire taire et pour pouvoir continuer à tourner la scène, lui a dit « Oh c'est cute ». Et comme il lui faut toujours le dernier mot, elle a répondu je crois que c'est bien plus que cute. Parce qu'encore une fois, ils étaient en train de tourner une scène où il fallait absolument qu'elle se taise et qu'elle reste dans son personnage et elle arrêtait pas de sortir de son personnage. Et Baldoni, qui avait le rôle d'acteur, de réalisateur et son rôle de Justin, enfin il lui-même quoi, sa personne, il arrivait même plus à savoir où il en était, il arrivait même plus à voir la vision de la scène. Et même les éditeurs qui étaient là lui ont dit purée mais fais la terre quoi, on a besoin de filmer la scène le plus rapidement possible, on perd du temps. Et oh, vous vous souvenez quand elle a accusé dans le New York Times Justin Baldoni de lui avoir dit qu'elle sentait bon sans contexte? C'est à ce moment-là que je me suis dit, purée, c'est quand même bizarre de lui dire qu'elle sent bon sans contexte. Bah, ça l'arrangeait bien d'avoir exclu le contexte. On l'a le contexte aujourd'hui. Il dansait un slow pour cette fameuse scène où tout le monde était censé se taire, mais Justin Baldoni avait un micro, sauf qu'elle savait pas qu'elle était enregistrée, et elle s'est excusée pour son odeur de spray tan et de maquillage de corps. Ce à quoi il a répondu, c'est ok, ça sent bon. Basta! Oh, et ça s'arrête pas là. Ensuite, incapable d'entrer dans la peau de son personnage et de se taire, ce qui rendait le travail, comme je vous l'ai dit, des 4 heures impossible, et qu'elle ne fermait pas sa bouche, elle s'est moquée ouvertement du nez de Justin Baldoni en lui disant qu'une rhinoplastie ne lui ferait pas de mal. Juste pour info, si tu fais 2-3 recherches, le nez de Justin Baldoni est un de ses plus gros complexes depuis des années. Il s'en est jamais caché, c'est pas pour ça qu'il va faire une rhinoplastie, peu importe, mais il en a parlé dans son podcast par exemple. Mais bon, comme elle a pas le temps de lire un livre, elle a pas le temps non plus d'écouter un podcast. Mais je trouve ça bas, mais bas, surtout quand on sait qu'elle s'est fait refaire l'intégralité du visage, tu vois. Je suis désolée, mais attaquer le visage de quelqu'un à cet âge-là, alors qu'elle refusait qu'on parle de son poids post-grossesse pour une scène où c'était nécessaire de parler de son poids, mais ça me met dans une rage folle. Enfin, je pense que vous le sentez à travers l'écran. Sauf que Baldoni n'a rien dit, il a fait et fin de la scène, quoi. Ensuite, il y a cette fameuse interdiction d'entrer dans sa loge, vous savez, dans les 17 points. Bah oui, parce que comme elle a invité Baldoni et Heath par SMS et qu'on a des preuves, il faut savoir qu'elle les a invités dans sa caravane parce qu'elle ne voulait pas rentrer trop tard pour ses enfants. Et donc, c'était un horaire qui lui convenait mieux. Why not? Tu vois, à la limite, si tout le monde est d'accord, pourquoi pas? Donc, elle envoie le message, elle invite les gens, en sachant qu'il y avait toujours les maquilleuses ou en tout cas une personne de l'équipe. Les hommes sont rentrés en sachant qu'il y avait des témoins. Et d'ailleurs, à un moment donné, Heath lui parlait du script, on lui a demandé de se retourner, donc dos à elle, il a continué à lui parler, pour que les maquilleuses puissent la démaquiller au niveau des épaules, tu vois. Donc, basta. Preuve, témoin, facts. Donc sachez que suite à la liste de ces 17 points, des scènes entières ont été jetées à la poubelle et donc ont été à refilmer car elle n'avait jamais signé son contrat. Et ses avocats se sont appuyés sur ça, le fait qu'elle n'ait pas signé son contrat, pour exiger de refilmer toutes les scènes qui avaient été tournées avant la signature du contrat. Temps, argent, perdu. Dans les 17 points, elle demande également à ce qu'il n'y ait pas de représailles. Les Wayfarers n'ont jamais dit que effectivement il y avait eu une conduite inappropriée. De toute manière, Wayfarer n'avait absolument aucun intérêt à exercer des représailles à l'encontre de Blake Lively pour avoir formulé ses demandes. Leur seul désir, c'était de faire un bon film. Dans l'intérêt du maintien d'une atmosphère professionnelle et productive sur le plateau, ils ont accepté de répondre à toutes les demandes de Blake Lively, y compris une déclaration au sens large selon laquelle il n'exercerait aucune forme de représailles, y compris de sarcasme. Et les studios Wayfarer ont accepté, bien qu'il soit devenu très clair par la suite que toutes ces exigences-là, elles visaient à protéger Blake Lively, non pas de représailles, mais à s'assurer sa place de chef dans l'entreprise si représailles il y avait de l'équipe de Baldoni. Un producteur supplémentaire approuvé par Blake Lively sera engagé pour superviser le tournage. Et oui, c'est une nouvelle requête. Bien que Wayfarer a souligné les dépenses supplémentaires et les implications contractuelles que l'embauche d'un producteur supplémentaire aurait des effets néfastes sur la production, ça ils l'ont bien dit, ils l'ont dit à tout le monde. En fin de compte, Wayfarer a accepté, car cela coûterait plus cher à la production si Lively refusait de reprendre le travail, parce que je rappelle qu'ils sont toujours en grève, le travail n'a pas repris. Et donc, c'est Todd Black, suggéré par Sony et approuvé par Blake Lively, qui a été engagé comme producteur supplémentaire. Ensuite, dans les demandes supplémentaires, Wayfarer utilisera des doublures de corps et de cascades approuvées par Blake Lively pour les scènes de violence intime et sexuelle. Bien que cela n'ait pas été demandé lors de la négociation du contrat, les cascades et les doublures de Blake Lively approuvées au préalable étaient acceptables pour Wayfarer, qui a donc accepté, malgré le fait qu'il s'agissait d'une dépense supplémentaire et imprévue, attendez-vous, accrochez-vous bien, d'un montant de 1,5 million d'euros. Ils ont accepté. Et pire, accrochez-vous bien, en fin de compte, aucune scène avec les doublures n'a été utilisée dans le film à la demande de Blake Lively. Elle a voulu garder les scènes où elle était dedans. Elle a voulu le ruiner. C'est ainsi que Blake Lively et Justin Baldoni ont entretenu des relations courtoises et professionnelles tout au long de la deuxième phase de la production. Et franchement, il a dû mordre sur sa chic, le pauvre.
Petite cerise sur le gâteau, la scène de l'accouchement car Blake ne voulait pas de nudité non nécessaire. On va en parler justement. Alors déjà, il faut savoir que Blake a refusé de porter ce qui était initialement prévu, à savoir montrer son ventre là où apparaît la cicatrice de sa césarienne, mais qu'elle a aussi voulu nous faire croire qu'elle ne portait absolument rien sur ses parties intimes à part un morceau de tissu collé à la glu sur celle-ci. Faux, faux, faux et refaux. Elle portait un caleçon noir, elle avait les pieds dans les étriers comme prévu et elle a décidé de porter une tenue d'hôpital. Voilà pourquoi je trouvais pas de photos de la scène où elle disait avoir été nue à ce moment-là. Je vous rappelle qu'elle accuse Jocelyn Baldoni d'avoir ouvert le plateau à tout le monde ce jour-là pour que tout le monde puisse la voir nue. Bah oui, évidemment, elle intéresse tout le monde. Faux de toute façon puisqu'elle portait une tenue d'hôpital et un caleçon noir. Et excuse me miss, mais il me semble que t'as quand même d'autres rôles où tu étais bien plus dénudée. Donc arrête de te moquer de la tête du monde. Ah oui, ça c'est bon aussi. Elle affirme à qui veut l'entendre que Jocelyn Baldoni a fait venir un de ses potes pour jouer le gynéco pour qu'il ait une bonne vue. Mais faux encore! Mais quelle belle vue! T'avais un slip, t'étais habillée comme tous les acteurs du film. Et en plus, j'ajouterais que tous les acteurs du film doivent être embauchés par l'intermédiaire d'une agence de recrutement et non par le biais de relations personnelles. Attention, on entre dans le dur. L'acteur qui interprète le gynéco est un acteur formé à l'école de Shakespeare. J'y connais pas grand-chose. Titulaire d'une maîtrise en art dramatique de UCLA. Pas n'importe quelle école au passage. Et qui, en plus d'apparaître dans de nombreuses émissions télévisées à succès, a effectué des tournées nationales avec une troupe L'Oréal d'un prix Tony. Ses récompenses et ses performances parlent d'elles-mêmes. C'était pas le pote du coin. Et le dernier point des exigences, et il est important, c'était d'avoir un all hands meetings. Donc un all hands meeting, c'est quand toutes les parties impliquées sur le tournage du film doivent être présentes pour un meeting, une réunion. Deux choses inacceptables selon moi. Elle a exigé que le meeting se fasse chez elle, dans son penthouse de New York. Deuxième chose inacceptable, c'est Ryan Reynolds qui a mené le meeting en hurlant sur Baldoni, alors que je vous rappelle que Ryan, bon, on l'a appris après hein, qu'il avait écrit la scène, mais a priori, il avait rien à faire dans ce film, et en plus, auparavant, il laissait Baldoni calmer son bébé. Et cette colère semblait complètement infondée pour tous les membres présents. Certains diront même qu'en 40 ans de carrière, ils n'ont jamais entendu du personnel parler et insulter qui que ce soit de cette façon. D'autres diront que leur plus grand regret aura été de ne pas le faire taire et arrêter cette mascarade. Et alors, juste pour info, hein, quand Sony a reçu les exigences sous forme des 17 points, ils étaient aussi confus que Jocelyn Baldoni et Jamie Heath, car ils savaient que les studios Wayfarer avaient déjà fait le nécessaire. Alors, c'est pas pour ça qu'ils prendront le parti de Jocelyn Baldoni à la fin, malheureusement. Maintenant que Blake Lively a lâché Ryan Reynolds sur Baldoni et Wayfarer Studios, ces derniers se sentent complètement impuissants à s'opposer au couple de la 6ème B, si j'ose ajouter, comme Lively l'avait prévenu en avril 2023, 9 mois auparavant, dans sa comparaison avec Game of Thrones. Ça y est, les dragons sont lâchés à leur trousse. Ryan Reynolds veillera à ce que les exigences de sa femme soient satisfaites à chaque instant. Désormais, Blake Lively obtiendra ce qu'elle voudra. On vient de finir la saison 2, on passe à la saison 3, intitulée L'extorsion du film. Épisode 1, accès à la salle de montage. Blake Lively a demandé, par l'intermédiaire de son producteur Todd Black, à rejoindre Jocelyn Baldoni dans la salle de montage. En tant que professionnelle chevronnée ayant plus de 20 ans d'expérience dans le cinéma et la télévision, sans parler du fait qu'elle a grandi dans une famille très impliquée dans l'industrie cinématographique, Blake Lively savait parfaitement les implications de sa demande et qu'elle n'avait rien à faire dans un studio de montage. J'ai pas de mots. Malgré les graves et fausses accusations qu'elle avait formulées à l'encontre de Jocelyn Baldoni, Heath et des studios Wayfarer, et sous la pression de Sony, ils ont fini par accéder à sa demande. Enfin, partiellement. En théorie, elle a été autorisée à s'y rendre pendant seulement 2 jours. Ouais, mais on le sait. La peste s'est incrustée pendant 10 jours. Mais surtout, malgré toutes les allégations selon lesquelles Jocelyn Baldoni la mettait soi-disant mal à l'aise, Blake Lively a insisté pour travailler en étroite collaboration avec lui tout au long du processus. Je veux dire, ça fait pas sens. Elle lui écrivait, et je cite un SMS qu'elle lui a envoyé, elle lui écrivait qu'elle avait hâte de monter avec lui dans le passenger seat, donc dans le siège passager, pour bosser avec lui. Je suis pas psy, et je pense pas que tu sois bipolaire, donc on est d'accord que t'es une belle manipulatrice. Et comme je le disais, cette permission de 2 jours s'est transformée en invasion de la salle de montage pendant 10 jours. Imaginez les monteurs qui pouvaient déjà pas la sentir, et qui n'avaient pas forcément la patience de Jocelyn Baldoni. Épisode 2, Blake demande l'autorisation à Sony de créer sa propre version du film. En avril et mai 2024, les menaces d'extorsion de Blake Lively ont contraint Sony à l'autoriser à créer son propre montage. Normalement, c'est un droit exclusivement réservé aux réalisateurs, donc au studio Wayfarer. Mais c'est pas tout! Elle l'a pas fait en utilisant son argent. Non, elle l'a fait aux frais de Wayfarer et de Sony, et malgré les protestations légitimes de Jocelyn Baldoni et de Jamie Heath. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que Sony a accepté? Je suis d'accord avec vous. Sony a acquiescé à ces demandes plus que déraisonnables, mais c'était clair. Sony a dit à Wayfarer en termes très clairs que Lively refuserait de faire la promotion du film si on ne cédait pas à son énième caprice, et qu'elle refuserait également de promouvoir le film si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Wayfarer, se sentant de plus en plus acculé à accepter les demandes de Blake Lively, a au moins tenté d'exiger que Blake Lively signe son contrat
toujours pas signé, pour que ses exigences soient satisfaites. Même cette simple demande a été refusée. Sony a alors exhorté Wayfarer à céder. Donc là, juste si c'est pas très clair pour vous, laissez-moi vous faire un petit récap. En plus d'avoir dépensé un budget énorme avec toutes ces requêtes, garde-robe, producteur approuvé par elle, destruction des scènes avant certaines dates, ou en tout cas avant une certaine signature du contrat qui n'est toujours pas signée, pour finalement finir par les retourner, tout ça aux frais des studios Wayfarer et Sony. Il n'y a pas un seul centime de sa part qui est venu aider le film, bien qu'elle ait demandé à être coproductrice exécutive. Et comme je vous le disais, ça continue avec son propre montage aux frais de Wayfarer. Mais vous allez voir que c'est pas tout ce qu'elle a volé à Wayfarer, studio quand même fondé sur les apports personnels de Baldoni et Heath. Et si vous n'avez pas l'impression qu'on est dans un combat entre David, le petit pauvre, contre Goliath, les Reynolds puissants et ultra riches, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et je vous rappelle que pendant 5 ans, il n'a eu aucun problème sur le plateau de Jane the Virgin. Mais encore une fois, plus le tournage avançait, plus on savait que Blake serait dans le film et recaster le lead pour recommencer serait une perte encore plus grande financièrement. Et n'oubliez pas non plus ce qu'avait dit Colleen Hoover au début. Elle avait eu 2 mauvaises expériences en vendant les droits de ses livres pour des adaptations cinématographiques. Cela devait aussi peser très lourd dans l'esprit de Justin Baldoni qui, selon moi, est un homme intègre et quand il fait une promesse à qui que ce soit, femme, homme, il essaie de la tenir. Épisode 3, bataille entre les deux versions du montage. Bah oui, parce que Justin a monté le sien, Blake a monté le sien. Wayfarer et Sony se sont retrouvés dans la situation inconfortable et sans précédent d'avoir 2 versions concurrentes du même film. L'une réalisée par le véritable réalisateur du film et l'autre par une personne n'ayant aucun droit contractuel ou créatif de s'approcher de la salle de montage et encore moins de faire son propre montage. Mais à la lumière de la menace de Lively de ne pas faire la promotion du film, il est clair que tout le monde a un gros problème. Ainsi, sa menace à peine voilée de mettre fin à la carrière de Justin Baldoni par une série de fausses accusations, le studio a accepté à contre-cœur de faire une projection officielle du film, toujours aux frais de Wayfarer et de Sony. Faites appel à un public assez large en termes de démographie, hommes, femmes, différents âges, différentes catégories socio-professionnelles, et vous testez le film auprès d'eux et à la fin ils ont un petit questionnaire à remplir et vous voyez comment ils répondent. La décision de montrer les 2 films au public cible, c'est une décision qui a été prise en tenant compte du fait que Blake Lively avait dit à Sony, si la version de Justin Baldoni, le réalisateur, est mieux accueillie par le public, alors elle laisserait la version du producteur officiel sortir. Oh, merci, reconnaissance éternelle, j'ai envie de te dire. Fait révélateur. Dans une comparaison côte à côte des tests d'audience, le montage de Justin Baldoni a obtenu des résultats significativement plus élevés auprès des principaux groupes démographiques. Et en fait, pour entrer dans le vif du sujet, la version de Blake Lively a été mieux accueillie par les hommes parce qu'elle montrait plus son corps. Comme vous pouvez s'y attendre, Blake Lively est revenu sur sa promesse et a insisté pour que ce soit sa version qui soit rendue publique au lieu de celle de Baldoni en tant que réalisateur, affirmant même que l'auteur du livre, Colleen Hoover, refuserait de promouvoir le film si la version de Blake Lively n'était pas choisie. Sony a appelé Wayfarer pour leur dire que ni Lively ni aucun des acteurs ne fera la promotion du film si la version de Blake Lively n'était pas retenue. Je vous laisse imaginer la position inconfortable de Baldoni. Il a été contraint de choisir entre tuer le film et sa propre carrière en insistant sur sa propre vision créative et ses droits, ou sortir une version du film dont Baldoni savait qu'elle pouvait encore avoir un impact important pour les survivants de la violence domestique, même si elle différait grandement de ce que ça aurait pu être au final. Justin a été contraint de se virer lui-même de ses fonctions de réalisateur et de permettre à Blake Lively de terminer son film. 2 jours plus tard, Justin Baldoni a été hospitalisé pour une grave infection de la colonne vertébrale. Et alors là, je vous fais un petit résumé, mais Blake Lively a écarté sans vergogne Justin Baldoni, la co-star du film, le réalisateur, le producteur exécutif qui avait défendu ce film pendant 5 années et dont la société avait cofinancé l'ensemble du projet, de toutes les affiches, les bandes annonces et autres matériels promotionnels. Alors là, je crois que tu peux pas faire mieux. Et elle a continué à refuser de promouvoir le film par d'autres moyens. C'est-à-dire que si tu venais avec une autre affiche, elle refusait, voilà, niet, je serais pas là. On en vient donc à l'épisode 4, le marketing du film. Malgré l'objection de Sony, genre j'en ai rien à secouer, Blake Lively a insisté pour projeter sa version du film à Book Bonanza. Qu'est-ce que Book Bonanza? C'est la convention annuelle de Colleen Hoover qui accueille des auteurs et des fans du monde entier. Un événement auquel Justin Baldoni était impatient de participer. Sauf que Sony a fait savoir à Baldoni que Lively lui avait interdit les droits d'accès. Blake Lively a donc participé aux côtés de Colleen Hoover et d'autres acteurs du film, excluant Justin Baldoni, de cet événement crucial pour son propre film. Il n'a même pas été autorisé à revoir le montage final avant qu'il ne soit présenté à Book Bonanza. Baldoni et son équipe de monteurs, j'ai l'impression qu'ils étaient 2 éditeurs, étaient choqués, mais pas au bout de leur surprise. Même si on lit dans les messages qu'ils se sont envoyés, ils sont restés très concentrés sur le film et son impact sur les survivants et sur les survivantes de violences domestiques. Je pense qu'ils ont pas tout inclus. Je pense qu'ils se sont gardés les messages qui étaient pas très diplomates pour eux, mais qui n'apportent rien au procès de toute façon. Parlons désormais de l'affiche du film. Je pense que vous avez tous vu l'affiche.
Bah ouais. En gros, Justin étant à l'hôpital sous antibiotiques et clairement se battant pour sa vie, parce que c'est vraiment quelque chose d'effrayant apparemment, il s'est concentré sur sa santé et il a fait gentiment savoir que puisque Madame Je sais tout pouvait tout gérer, il a laissé gérer le marketing. Elle l'a viré de l'affiche où elle apparaît donc seule et elle a même viré la mention un film de Justin Baldoni. Sony reçoit l'affiche, surpris par l'erreur dans l'affiche et inquiet pour les coûts. Si une erreur de débutant comme celle-ci n'était pas volontaire, il faudrait donc faire réimprimer toutes les affiches. Mais non, ils ont appris que c'était pas involontaire, que c'était fait exprès. Maintenant qu'elle l'a viré de partout, on en vient à l'email qui la nomme coproductrice. Blake Lively a exigé, toujours avec des menaces d'extorsion, que Justin Baldoni, Jamie Heath et d'autres producteurs et chefs du département envoient des lettres à la PGA pour soutenir sa certification pour le crédit PGA. Malgré la reconnaissance unanime de l'absurdité et des menaces indubitables d'extorsion, Sony et d'autres parties, bien qu'ils aient catégoriquement refusé d'appuyer la demande de Blake Lively, ont fini par acquiescer et ont soumis des lettres de soutien. Cependant, les équipes de Wayfarer, eux, ont fermement résisté. Enfin, pendant un temps. Tout simplement parce que Lively n'exerçait pas les fonctions de productrice et ne méritait pas la marque PGA, une distinction très appréciée et très prise au sérieux dans l'industrie. Ayant été contraints auparavant, face à des menaces d'extorsion, à concéder à toutes les demandes de Blake Lively jusqu'à présent, ils ont estimé qu'il serait malhonnête, contraire à l'éthique et injuste à l'égard des producteurs qui, eux, ont mérité la marque, de déclarer faussement à la PGA que Blake Lively avait contribué à la production du film. Le fait de leur demander de mentir en son nom a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est du moins ce qu'ils pensaient. En réponse, Lively a demandé à Sony de dire à Wayfarer et à Baldoni que toute bonne volonté laissée entre nous était terminée. Et encore une fois, face aux menaces et à l'extorsion persistante, Wayfarer et Justin Baldoni n'ont eu d'autre choix que de rédiger et de signer une lettre de soutien à Blake Lively. Mais pas avant que Jamie Heath n'ait envoyé un email aux avocats de Wayfarer pour les informer que lui et Baldoni signaient la lettre sous la contrainte et à contre-cœur. Go Heath! Épisode 5, on en vient à la promotion sur les tapis rouges et les interviews. À l'approche de la première du film, Blake Lively a tenu sa promesse et a informé Sony qu'elle et les acteurs ne participeraient pas à la promotion du film aux côtés de Justin, malgré l'acquiescement de Justin et de Wayfarer à toutes ses demandes préalables. Comme je vous le disais, elle s'est assurée que Baldoni soit retiré de toutes les illustrations du film et l'a privé de sa mention A Film By. Blake Lively et Ryan Reynolds, les autres membres du casting et Colin Hoover l'ont également unfollow sur les réseaux sociaux. Même Colin, l'auteur du livre, avec qui Baldoni a entretenu une relation personnelle de 5 ans. Et évidemment, le fait que tout le casting, tout le monde unfollow Baldoni, ça donnait clairement l'impression qu'il avait fait quelque chose d'impardonnable aux yeux des lecteurs et des spectateurs. Forcément, quand tu sais pas ce qui se passe en coulisses, tu te dis, waouh, le mec, il est seul, forcément, on va se ranger du côté du groupe. Mais la vraie question, c'est que leur a promis le couple Reynolds en échange. Un rôle dans la suite? Je sais pas, j'imagine. Même Isabella Ferrer, la jeune femme qui jouait la jeune Lily, qui lui avait dit que c'était une super expérience d'avoir travaillé avec lui en tant que directeur, je vous mets les messages à l'écran, et à qui Baldoni avait répondu, bosser avec toi, c'était génial, et tout un tas de compliments, et tu m'as fait retomber amoureux du métier de directeur. Même elle lui a tourné le dos, elle a arrêté de le suivre et elle a arrêté de lui parler. Et du coup, laissez-moi vous dire que je pense que son amour pour la direction ou son métier de directeur, c'est un amour déchu en ce moment. Toujours sur un tapis rouge, Ryan Reynolds a été entendu traiter Justin de prédateur sexuel, fin de citation, auprès de l'agence WME, qui les représentait tous les trois, vous le savez, l'agence qui a mis fin au contrat avec Justin peu de temps après. Quand je vous dis qu'il y a des graines partout, forcément, épisode 6, Justin engage une experte en communication de crise. Tu veux qu'il fasse quoi? Je vais aller très vite sur ce sujet, mais reliant tous les points, Justin a préféré prévenir que guérir et a donc embauché une agence spécialisée dans la communication de crise. Finalement, ça a été un fiasco et un bordel pas possible entre les deux agences, mais on va pas rentrer dans les détails. Toutefois, ce qui est important à noter, c'est que Justin s'est assuré à plusieurs reprises que personne ne plantait de fausses histoires dans les médias gossip et que tout était organique. Et ce que j'entends par organique, c'est que Blake et ses fleurs et sa promo pour ses produits capillaires et son alcool, elle se sabotait elle-même. Et d'ailleurs, elle a prouvé qu'elle avait besoin de personne, parce que Justin affirme que vraiment, il y a pas eu de campagne de représailles. Elle s'est sabotée toute seule. Saison 4, la première du film. Et je vais oser nommer l'épisode 1, la séquestration. Pour la sortie officielle du film, Blake Lively a exigé que Justin fasse sa promo sur le tapis rouge avant elle, mais que dès qu'on annonçait à Justin qu'elle était dans les parages et qu'elle arrivait, il devait être escorté ailleurs dans un autre cinéma voisin. Inadmissible? Soit. Il a cédé. Justin Baldoni et ses proches se sont retrouvés enfermés et surveillés par des gardes du corps, comme s'ils allaient s'échapper. Et c'est pour ça que je vous parle de séquestration, parce que c'était des gardes du corps que eux n'avaient pas embauchés. Tu crois qu'ils allaient faire quoi, sérieux? Donc ils ont préféré rire de cette situation et improviser un photoshoot. Enfin, je veux dire, le mec, il est bien plus pro que toi, Blake. Il allait pas auto-saboter la première de son film, qu'il a payé intégralement. Toi, t'as rien payé et t'as tout récupéré. Et honnêtement, il sortait de l'hôpital, il allait mieux, il était avec ceux qu'il aime et ceux en qui il peut avoir confiance. Enfin, moi, je l'admire pour ça. J'ai le courage. Dans la saison 2, la première du film, parlant de l'épisode 2, les fêtes. Il est coutume d'organiser une fête extraordinaire pour la sortie d'un film de la part d'un studio. Wayfarer
avait évidemment tout organisé. D'ailleurs, je tiens à dire que même les éditeurs de Wayfarer n'ont pas tenu à être présents pour assister au fiasco. Sauf que les Reynolds ont exigé que Justin ne mette pas un pied à cette fête énorme qu'il avait intégralement payée par l'intermédiaire de son studio Wayfarer. Donc elle s'est appropriée la fête qu'il a organisée et payée. Baldoni s'est pas démonté, il s'est retrouvé à organiser une contre-fête et à payer une deuxième fête pour sa famille, pour pouvoir célébrer quand même ce moment qui, comme je vous l'ai déjà dit, devait être une des plus belles nuits de sa vie, en tout cas, et qui devait célébrer sa carrière d'acteur, de producteur, tout ce que vous voulez. Je vous l'avoue, quand je lis dans les commentaires 400 millions de dollars, il abuse, elle a des enfants. Attendez, je crois qu'on n'a même pas idée de l'étendue du budget qu'elle lui a coûté en fait. 400 millions de dollars, croyez-moi, elle va les trouver. On est toujours pendant la promotion du film. Épisode 3, l'alerte des studios Wayfarer quant au faux pas de Blake Lively en continu. Blake ayant insisté pour faire la promotion seule, elle a enchaîné les gros plateaux et les grosses bourdes, résumant son message à « porter des fleurs et aller voir le film entre copines, c'est trop drôle !» Comme l'été précédent avec le film Barbie où il fallait porter du rose et aller le voir avec les copines, sauf que rien à voir quoi. Jamie Heath, c'est un bon bougre. Toujours inquiet de l'accueil réservé au film auquel il tenait depuis plusieurs années, a plusieurs fois alerté les studios en disant que le message ressemblait vraiment à « grab your friends, wear your flowers », attrape tes copines et porte des fleurs. Ce à quoi Blake a carrément répondu en prenant le contrôle du compte Instagram du film avec cette photo. Regardez la légende. Et oui, alors que Jamie Heath essayait de ramener une écervelée à la raison pour qu'elle parle de l'espoir après les violences domestiques, c'était peine perdue. Saison 5, la conclusion. En fin de compte, forte de la puissance de ses relations avec certaines célébrités, Lively a fait exactement ce qu'elle avait prévu de faire depuis le début du film. Elle a pris le film de quelqu'un d'autre pour le sien, détruisant des années de vision créative et de planification minutieuse au service de sa propre campagne de promotion et de promotion de sa marque. Il y a une autre théorie, selon laquelle Lively s'est sentie poussée à égaler son mari Ryan Reynolds, qui, à force de prendre tellement de contrôle sur le film Deadpool 2, a poussé le réalisateur Tim Miller à quitter la production. En voyant la célébrité et le succès de son mari, il est possible qu'elle ait adopté son comportement souvent répété pour s'emparer de son propre pouvoir et de son propre contrôle. Elle aurait suivi son exemple et, comme en témoignent de nombreuses déclarations du couple selon lesquelles il est impliqué dans tous ses projets et vice-versa, c'est exactement ce qu'ils ont fait sur le projet de It Ends With Us. En gros, Blake Lively et Ryan Reynolds sont habitués à faire ce qu'ils veulent à Hollywood. Voici la conclusion du procès que j'aimerais vous lire telle quelle. L'affaire est simple, Blake Lively a utilisé son pouvoir pour voler un film à son réalisateur et à son studio de production. Elle les a ensuite pris en otage pour répondre à ses demandes incessantes en les menaçant de détruire ce qui leur restait. Pendant tout ce temps, elle n'a pas compris le cœur et l'âme du film qu'elle a volé et du livre sur lequel il est basé, sans parler de l'impact intensément personnel que le livre a eu sur des millions de personnes dans le monde entier. Lorsque ses promotions irréfléchies sont tombées à plat parce qu'elle se concentrait sur un glamour fleuri et sur des opportunités de merchandising croisées pour ses propres marques, plutôt que de mettre l'accent sur la voix des survivants, elle a enfin goûté à la responsabilité et elle ne l'a pas appréciée. Elle a fait une dernière demande aux plaignants, Justin, Heath et compagnie, qu'ils tombent finalement et pour toujours sur l'épée pour elle en s'excusant pour les choses qu'ils ont faites, tuant ainsi leur perspective d'avenir. Face à leur refus, les défendeurs, les Reynolds, ont pris des gants et ont utilisé leur pouvoir et leurs ressources pour tenter de faire tomber les plaignants, Baldoni, Heath, pour de bon en se coordonnant avec Jones et Sloan, maîtres praticiens de l'art sombre des relations publiques, dans le cadre d'un plan complexe d'assassinat de carrière et de personnes. Ils ont presque réussi à le faire. Les Reynolds ont coûté à Wayfarer Studios leur film, leur réputation, leur perspective d'avenir et même leur agence de talent. Il est temps de rééquilibrer la balance.